dont l'invité est ce soir Jean-Paul Mongin. Bonjour. Bonsoir. Avant d'en venir à ce qui vous amène ici, à savoir la philosophie pour les plus petits, et oui, c'est possible. Et vous allez nous expliquer comment. Ce que vous retenez de l'actu du jour n'était pas évidemment dans ce journal de 22h, ça ne fait pas la une des journaux, mais ça a un rapport avec votre actualité. C'est la première nuit de la philosophie à l'école normale supérieure à Paris. Ça aurait dû faire la une de l'actualité, mais effectivement, pour la première fois, dans ce temple de la philosophie, il va être honoré la parole et la pensée par la première nuit de la philosophie. Et elle va consister en quoi, cette nuit de la philosophie ? Je crois qu'il y a une quarantaine de conférences sur des sujets tous plus exaltants les uns que les autres. Qu'est-ce que la musique, par exemple, à 2h du matin par Wolf. Génial. Et également un certain nombre de lectures. Donc à 3h du matin, dans la nuit parisienne, vont être murmurées les paroles du Phédon et le grand discours de Socrate sur l'immortalité de l'âme. Je trouve ça superbe et je trouve que c'est un vrai événement. Ouais, c'est donc là cette nuit. Donc les Parisiens peuvent y aller là. C'est en ce moment. Ça a commencé. Et après votre émission, j'invite vos auditeurs. Oui, mais après seulement. Hein. Après, bien sûr. Ceux qui bougent avant, ça va pas. Alors, on en découvre l'affiche justement. Alors, ce qui vous amène ici, c'est donc cette collection des petits Platons, dans lesquels les plus jeunes vont pouvoir découvrir et comprendre Descartes, Kant, Socrate et quelques autres. En tout, il y en a combien ou il y en aura combien à terme ? Alors, il y en aura autant que de philosophes, ou si Dieu prévit, peut-être 100, peut-être 150. Actuellement, il y en a 6, c'est-à-dire qu'il y a Kant, Descartes, Socrate, Leibniz, Lao Tzu et Saint-Augustin qui viennent de sortir. Ouais. On prépare pour la rentrée Paul Ricoeur et Karl Marx, et puis un Diogène, un Nietzsche, un Spinoza, tous les grands philosophes, l'idée étant d'introduire leur univers de pensée par le biais de la fiction et par le biais des histoires qu'eux-mêmes racontent. Alors voilà, d'abord, grosso modo, ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge ? Alors ça s'adresse aux enfants de 9 à 99 ans, c'est-à-dire qu'on les a testés avec des enfants de 9 à 14 ans, et ce qui est intéressant, c'est que du fait d'une dimension narrative très présente, les enfants les plus jeunes rentrent vraiment dans l'aspect histoire. Alors, quelle est-elle cette dimension narrative dont vous parlez ? Comment est-ce que vous vous y prenez pour raconter une histoire qui fait que l'enfant comprend, s'intéresse à Kant, à Descartes ou aux autres ? Eh bien, les philosophes eux-mêmes racontent plein d'histoires, en fait. Quand vous prenez Descartes, par exemple, ce qui lui permet de mettre en œuvre le doute hyperbolique, ce qui lui permet de douter de la vérité du monde, de douter de sa propre existence, c'est une fiction, et c'est la fiction du malin génie. Et quand on raconte l'histoire de ce malin génie à un enfant, il comprend très très bien ce doute et cette dimension d'inquiétude et d'étrangeté qui peut frapper le monde qu'il rencontre. De même, Socrate, quand vous expliquez à un enfant ce qu'est une théorie de la connaissance, il vous regarde avec des yeux ronds et vous l'ennuyez. Oui. Et si vous lui racontez le mythe de la caverne, qui est dans la République, alors dans ce cas-là, il accède effectivement à ce qu'est une théorie de la connaissance. C'est-à-dire que l'idée, en gros, est de raconter la pensée philosophique comme on raconterait une histoire le soir à son enfant pour s'endormir. Exactement. Il faut que ça soit un thriller un peu quelque part. Il faut qu'il y ait une intrigue, assurément. Pour que les enfants puissent s'identifier. Et on déploie ces histoires qui sont présentes chez les philosophes en réintroduisant une dimension biographique afin d'exprimer un petit peu ce qui est la quintessence de la vision du monde d'un philosophe. Comment vous est venue l'idée au départ, vous, Jean-Paul Mongin ? Alors l'idée m'est venue en lisant un très joli livre de mon maître Guy Lardreau qui nous a quittés en 2008, qui s'appelle Fiction philosophique et science-fiction, et où il montrait combien le discours de la fiction était incoatif à la philosophie et combien c'était le lieu où nombre de philosophes forgeaient leurs concepts centraux. D'accord, ça vous est venu comme ça. Vous avez des enfants vous-même ? Oui, j'ai un petit de 9 ans. Alors, tout ce qu'il fait avec les petits Platons, c'est les manger pour le moment. Mais je désespère pas un jour de l'initier à la philosophie. Kant, par exemple. Comment intéresse-t-on un enfant à Kant ? Que doit-on lui dire de Kant ? Alors, chez Kant, on est un petit peu sur une expérience limite, puisque Kant est précisément un philosophe sans fiction. C'est-à-dire que la bande de brigands ou le fameux peuple de démons que vous connaissez peut-être sont uniquement des exemples ou des allégories. Donc, ma décision a été de partir de la vie même de Kant, puisque Kant avait cette vie sinistre à ce point qu'il n'a jamais quitté sa ville natale de Königsberg, où il est né, où il a travaillé, où il est mort, en faisant tous les jours la même promenade avec une régularité telle que ses concitoyens réglaient leur pendule au passage du philosophe. Oui, c'est limite pathologique. C'est limite pathologique, mais si on ramène toutes les anecdotes que ces biographes ont rapportées de sa vie sur une journée, alors ça devient extrêmement drôlatique. Et on apprend par exemple que Kant a inventé le porte-jartel. Non. Je vous promets. Kant avait des théories sur la circulation sanguine qui faisaient que pour accrocher ses bas, au lieu de nouer un petit ruban de soie comme ça se faisait à l'époque, il accrochait des fils en boyau qu'il avait montrés sur un barillet à ressort, et quand il se levait ou quand il s'asseyait, il dévissait ou il vissait ce barillet à ressort selon le principe voilà du qui le porte-jartel. rend beaucoup plus sympathique d'un coup. J'imagine que c'est beaucoup plus facile d'intéresser un enfant du point de vue narratif que vous décriviez avec Descartes ou avec Lao Tzu. Oui, ça l'est également. En fait, il s'agit toujours d'une décision de lecture, c'est-à-dire qu'il faut se placer du point de vue où la fiction se déploie et embrasse l'ensemble de l'œuvre. Du point de vue où la fiction se déploie
ou embrasse l'ensemble de l'œuvre. Mais c'est très obscur, vous vous rendez compte, si vous expliquez ça à un enfant, si vous lui vendez l'histoire en lui disant je vais t'expliquer la manière dont se déploie l'ensemble de l'œuvre. Je ne le théorise pas avec des enfants, je leur raconte précisément des histoires. Et sur cette question de l'obscurité, la philosophie n'est pas l'expérience de l'obscurité, mais il y a quand même une certaine opacité. Si vous ouvrez la critique de la raison pure, si vous ouvrez la phénoménologie de l'esprit, vous n'accédez pas à une pleine intelligibilité du texte. Pour rentrer véritablement en philosophie, il faut faire l'expérience qui a un sens au-delà du sens qui immédiatement se donne. Et ça me paraît très très important de conserver cette exigence du discours, tout en racontant des histoires qui sont plaisantes à lire. Merci beaucoup Jean-Paul Mongin d'être venu partager cette collection Les Petits Platons sur le plateau de Ce Point sur l'info. Les derniers à venir, ouais. Je vous offre les derniers. Donc formidable. La Confession de Saint-Augustin adaptée des Confessions. Top. Et Lao Tzu, La Voix du Dragon. C'est vraiment très très bien écrit, je vous encourage à tester ça. D'abord peut-être les parents et puis ensuite faites passer discrètement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il est 22h23, restez bien calés sur iTélé, je vous raconte la suite tout de suite.